Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Tous les jours ici, dans ce studio, nous vous recevons de 15h à 16h. Je dis nous parce qu'il sort de consultation à l'instant. Il vient de poser son stéthoscope. Bonjour, docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré au sucre, enfin surtout aux moyens de se libérer de nos envies compulsives d'en consommer. Même s'il est essentiel pour donner de l'énergie à notre organisme, avec notre invité, le docteur Denis Coester, anesthésiste réanimateur et hypnothérapeute, nous allons vous expliquer comment le cerveau s'est programmé pour réclamer sa dose de sucre et surtout, nous allons vous apprendre à le reformater grâce à l'auto-hypnose. Nous allons ensemble tenter en douceur donc de décrocher du sucre et de mieux entretenir notre corps. Ensuite, comme vous le savez, on est vendredi et le vendredi dans Sans Rendez-vous, désormais, on parle beauté avec la chronique de Benjamin Lévesque. Aujourd'hui, il va nous parler d'un soin, un nettoyage du visage en profondeur, l'hydrafacial. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, il sera question de préliminaires. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed sur Europe 1. Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va commencer par la première. C'est une question qui nous vient de Pablo qui vit à Quimper. Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Voilà, j'ai entendu dire qu'apparemment on aurait retrouvé un remède contre la gueule de bois et je voulais savoir si c'était vrai ou pas. Merci pour votre réponse. Bonne journée, au revoir. Alors Jimmy, le remède contre la gueule de bois, beaucoup le cherchent, mais jusque-là ça n'existe pas, enfin je crois. Alors c'est vrai qu'on a lu il y a quelques jours qu'il y avait une nouvelle piste. De quoi s'agit-il ? Je pense tout d'abord qu'on ne devrait pas chercher de remède contre la gueule de bois, puisque quand on dit gueule de bois, on a l'impression que c'est un truc sympa de lendemain de fête. Or, ça succède systématiquement à une intoxication aiguë d'alcool. On a trop bu, et donc c'est vécu comme un empoisonnement par le corps, et donc forcément le lendemain on se sent pas bien. Donc il faudrait peut-être qu'on arrête ces remèdes miracles, et en tout cas ces études qui sont parfois un peu foireux. C'est peut-être le cas de celle dont je vais vous parler. Donc attention, gueule de bois, c'est pas si sympa que ça. Très bien, c'est clair, vous avez cassé l'ambiance directe, mais vous avez raison, c'est important. Donc ce sont des chercheurs finlandais, si je ne me trompe pas, qui promettent en gros, avec un comprimé à prendre, je crois, le lendemain d'une soirée arrosée, plus de symptômes de gueule de bois, ça paraît magique, c'est quoi ce titre ? Oui, alors tout d'abord, c'est vrai que la gueule de bois, on ne comprend pas encore tout à fait vraiment les mécanismes. On sait que c'est lié essentiellement, lorsqu'on boit de l'alcool, à une hormone qu'on appelle l'ADH, qui est une hormone antidiurétique, qu'on va avoir du mal à sécréter et qui fait qu'on va avoir du mal à retenir l'eau et donc on va faire pipi plus que d'habitude. Sauf qu'on a besoin d'eau pour éliminer l'alcool et le lendemain, on a ces maux de tête, ces nausées, car il semblerait qu'on manque un petit peu d'eau, mais on n'est pas tout à fait sûr. Donc ça pourrait être lié à la déshydratation. Ça pourrait être lié aussi au fait qu'on est en sevrage, on manque d'alcool et on aurait besoin d'un verre supplémentaire, ce qui est une très mauvaise idée. Et là, des chercheurs finlandais auraient découvert un acide aminé, une sorte de protéine qu'on appelle la L-cystéine. Et ils se sont rendus compte qu'en donnant cette L-cystéine à des Finlandais qui avaient bu une certaine quantité d'alcool, entre 8 et 9 verres, Ouais. eh bien le lendemain, ceux qui avaient pris ce traitement avaient quasiment pas de symptômes de gueule de bois. Donc ce serait un des remèdes contre justement les lendemains de fête un peu difficiles. Alors, il me semble quand même que cette étude, il faut se méfier un petit peu parce qu'elle a été fabriquée, publiée d'une façon un peu particulière quand Oui, même. l'étude Ouais. est financée par une société qui vend la L-cystéine, donc évidemment que ça pose problème. Alors peut-être qu'ils ont raison, mais je ne sais pas. D'autant plus qu'encore une fois, l'intérêt scientifique est proche de zéro. Et puis rappelez-vous qu'on peut faire dire effectivement n'importe quoi aux études. Souvenez-vous, la chloroquine du professeur Raoult avait été efficace au tout début alors que les études s'enchaînent. Donc ne misez pas là-dessus. En revanche, essayez de limiter votre consommation. Si vous buvez 3-4 verres grand maximum lors d'une soirée, vous n'aurez pas ces symptômes. Hydratez-vous, buvez beaucoup d'eau. Et puis essayez d'éviter de mélanger les alcools. Et on sait que les maux de tête peuvent être liés à des sulfites qui sont présents dans les vins, le vin blanc aussi, mais aussi le champagne. Donc bref, limitez votre consommation d'alcool et tout ira bien. Alors limité, je vais vous demander, mais je sais que vous n'allez pas être content parce que vous avez dit qu'il faut éviter la gueule de bois. Si malgré tout, on a des auditeurs promis, c'est la dernière fois que ça leur arrive, qui sont pas bien le lendemain, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller pour se remettre sur pied ? De beaucoup boire, d'eau, de de se reposer et puis d'attendre que ça passe. Il n'y a que ça à faire dans la gueule de bois. Très bien, merci beaucoup Jimmy. Le mieux, si on a compris, c'est donc de l'éviter. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est celle de Justine. Elle a 32 ans, on l'écoute. Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. J'ai une question qui me trotte dans la tête depuis quelques temps et j'ai jamais osé demander. Je voulais savoir pourquoi on a des selles vertes quand on a mangé des épinards. Merci pour vos réponses. Bonne émission. Alors Jimmy, question très pratique. Avoir des selles vertes, est-ce que c'est grave, docteur ? Franchement, Mélanie, je suis désolé de devoir répondre à ce genre de questions. Franchement, 10 ans de médecine quand même pour répondre aux selles vertes. On a dit qu'il n'y avait pas de question tabou dans ce C'est vrai, vous avez raison, rendez-vous, il y a pas donc de je vous laisse question tabou. répondre tout de Alors, on a des suite. selles vertes parce qu'elles mangent des épinards. Voilà, donc vous pouvez avoir des selles un peu rosées, rouges si vous mangez de la betterave. Bon, on va pas faire tout un fromage. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une explication très intéressante ou très scientifique. Bon, jetez un coup d'œil à vos selles de temps en temps, ça vous fera pas de mal.
Très bien. Et justement, on regarde. Si on regarde, on s'intéresse à la couleur de nos selles ou à d'autres choses, je ne sais pas, qu'est-ce qui doit nous alerter éventuellement dans un truc qui serait anormal? Effectivement, il y a 2 choses qu'il faut regarder, qu'on peut regarder. Alors évidemment, c'est la consistance, pour savoir si vous êtes un peu constipé. La forme de la constipation, la forme des selles peut vous aider sur le type de constipation que vous avez. Et puis la couleur, si vous avez des selles qui sont très noirâtres, qui sentent très mauvais, mais vraiment très malodorantes, ça peut être du sang digéré dans les selles, ça peut être révélateur d'une hémorragie au niveau du tube digestif ou d'un cancer. Donc il faut absolument consulter. Et puis autre chose, c'est valable chez les nouveau-nés, mais aussi chez les plus grands. Si jamais vous avez les selles qui sont décolorées, Un peu blanchâtre. un peu blanchâtres, Ouais. c'est qu'il y a un problème, peut-être au niveau de votre vésicule biliaire, des voies biliaires, la bile est peut-être mal écoulée, il y a un obstacle, et donc à ce moment-là, il faut consulter, puisqu'on va vous prescrire des examens, un bilan sanguin, peut-être une échographie, et là, ça vaut le coup de consulter. Des selles qui sont décolorées doivent impérativement Chez vous un faire bébé, voir. un nourrisson Alors, également. le hein. nourrisson, oui, chez les nouveau-nés, ça peut être lié à une cholestase, donc un obstacle, donc il faut vraiment consulter, et c'est en urgence, et souvent les parents le font, mais aussi chez l'adulte, allez voir votre médecin si les selles sont bizarres, mais pour les selles vertes et des épinards, mangez plus d'épinards, quoi. C'est bon pourtant les épinards. Merci beaucoup Jimmy. Si vous aussi, comme Justine qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé et bien-être au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas. Europe Sans rendez-vous. 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. Heureuse de vous retrouver dans Sans rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. C'est le moment d'accueillir notre invité du jour. C'est vous, docteur Denis Coester. Bonjour. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors, vous êtes anesthésiste réanimateur, hypnothérapeute et l'auteur du livre Zéro sucre grâce à l'auto-hypnose, paru aux éditions Larousse, dont on va parler aujourd'hui. Alors, pour commencer, docteur, on va bien poser le sujet. Je crois qu'il existe plusieurs types de sucre. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un petit peu tout ça? Oui, alors il y avait une vieille classification des sucres. On disait sucre rapide, sucre lent, en disant par exemple que le sucre de table est un sucre rapide, que par exemple le pain est un sucre lent. C'était une vieille classification. Maintenant, on a d'autres classifications et il y en a une que je trouve très pertinente qui est en fonction de ce qu'on appelle l'index glycémique. L'index glycémique correspond en fait à la vitesse d'apparition dans notre sang de l'insuline, qui est donc l'hormone qui permet de métaboliser le sucre. Et plus on prend un sucre à index glycémique élevé, plus on va avoir un pic d'insuline élevé. Et pic d'insuline élevé, ça veut dire éventuellement hypoglycémie de rebond. Et quand on le fait de manière chronique, différentes pathologies dues à l'excès d'insuline. Jimmy? Est-ce que vous avez des exemples justement de ce qui est pire comme sucre, enfin comme aliment qui contient du sucre, ou au contraire, qui est peut-être bien avec un indice glycémique qui est faible? Alors, le pire, c'est malheureux à dire en France, mais c'est le pain blanc. Le pain blanc, c'est absolument une c'est catastrophe. bon pourtant, c'est Malheureusement. délicieux. Voilà, le pain blanc, c'est absolument une catastrophe. L'index glycémique est extrêmement élevé. Après, effectivement, Un pain complet, c'est mieux déjà. un pain complet, déjà, c'est mieux. Alors après, on va se poser d'autres questions, parce que le pain complet, si on prend du pain non bio, à ce moment-là, dans le pain complet, on peut avoir des restes de pesticides. Donc là, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, voilà, concernant le pain lui-même, effectivement, plus la farine est j'allais dire trafiquée, mais non, on va dire travaillée, raffinée, plus l'index glycémique va être élevé. Après, l'index glycémique peut également varier, non seulement par rapport à l'aliment lui-même, mais également au mode de cuisson. On va prendre par exemple des pâtes. Les pâtes al dente vont avoir un index glycémique plus bas que les pâtes trop cuites. Donc voilà, tout ça, c'est à prendre en considération. L'idée étant au maximum de consommer des sucres à index glycémique bas. Le gros le gros burger, on va dire, il est dans quoi? Très élevé. Ah oui, Alors, c'est en ça. fait, Jimmy, faut arrêter. c'est un petit peu ça le problème de ces sandwichs vendus dans des fast-foods avec un grand M. C'est que voilà, on ingurgite des calories, énormément de calories, je ne sais même pas ça. Il y a du sucre dans le Big M. Et en fait, voilà. Et en fait, il y a énormément de sucre, ce qui fait qu'en général, on ingurgite ces calories et qu'une heure après, on a faim. On se dit, mais c'est pas normal, je viens d'ingurgiter 300-400 calories et une heure après, on a faim. C'est normal parce que le pain est plein de sucre. Les sauces sont pleines de sucre et forcément, ça a un index glycémique extrêmement élevé. C'est salé, ce gros Big M, voilà, et mais donc, c'est sucré. Jimmy? Comment est-ce qu'on fait la distinction entre le plaisir lié au sucre, puisque c'est vrai que c'est plaisant de manger du sucre, et puis l'addiction? Est-ce qu'on peut vraiment être addict au sucre? Alors, l'addiction au sucre existe. Je l'ai rencontré. L'addiction au sucre existe vraiment. Il a été montré par certaines études que le sucre, semblerait-il, serait plus addictif pour le cerveau que la cocaïne. Il y a des expériences qui ont été faites, notamment chez le rat, qui ont été transposées chez l'homme. Donc l'addiction au sucre existe. Après, le problème, c'est que le sucre est un plaisir, ça c'est absolument indubitable. De toute façon, nous sommes, en tant qu'êtres humains, programmés pour aimer le sucre. Nous avons 5 goûts dans la nature, le sucré, salé, acide, amer et neutre. On va prendre du neutre, par exemple de l'eau. Vous donnez de l'eau à un bébé, il ne va pas réagir. Vous lui donnez
du salé, de l'amer, de l'acide, il va faire une grimace. Vous donnez du sucre, il va automatiquement sourire. Nous sommes programmés pour aimer le sucre. Mais les hommes de Cro-Magnon, ils en mangeaient pas tant que ça. Ils en mangeaient pas du tout. En fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est que nous avons encore, même si nous sommes des êtres humains du 21e siècle, nous avons encore un corps de Cro-Magnon. Nous avons un corps qui date de 50 000 ans et nous lui donnons des habitudes alimentaires qui n'ont même pas 50 ans. C'est évident que ça ne peut pas matcher. Et c'est là où est le problème. Les hommes du Cro-Magnon ne mangeaient absolument pas de sucre, mis à part Dans les fruits, peut-être. des fruits qu'ils pouvaient ramasser, des baies, etc. Il faut voir que nous avons à peu près la même consommation journalière de calories que nos ancêtres Cro-Magnons. La différence, c'est que nous, c'est essentiellement du sucre, sous différentes formes, alors que eux, c'était essentiellement du gras et des protéines. Mais sinon, la quantité elle-même de calories était quasiment la même. Le problème, selon vous aussi, vous le dites dans votre livre, c'est que notre société moderne, elle a finalement trop stigmatisé les graisses et pas assez les sucres. On les a oubliés, en tout cas, alors que c'est peut-être plus grave même pour notre corps, plus dangereux. Alors, voilà, là, c'est un réel problème. C'est-à-dire que là, c'est pas moi qui le dis, hein. Il y a des articles qui sont sortis, il y a même des articles qui sont sortis récemment qui ont, semble-t-il, montré que l'industrie du sucre aurait de verser des pots de vin à certains médecins pour dire que le gras était responsable des problèmes de santé à la place du sucre. Bon, maintenant, ça commence à se savoir, mais dans l'esprit de la plupart de la population, cholestérol égale mauvais, sucre égale bon. Mais non, il faut complètement inverser la tendance. Quand on dit effectivement que la plaque d'athérome peut se coller et que c'est du cholestérol, c'est vrai. Mais si le cholestérol se colle aux artères, c'est parce qu'il y a du sucre. Jimmy ? Et donc, il y a dans votre livre aussi des tests pour savoir si on est addict au sucre ? Oui, alors il n'y a pas de test, on va dire, officiel par rapport à l'addiction au sucre parce que effectivement, il n'y a pas encore assez de données. Moi, j'ai pris différents tests d'addiction, que ce soit à la cigarette ou autre, et je les ai adaptés par rapport au sucre. En fait, ça marche très bien. D'ailleurs, petite parenthèse, l'addiction à la cigarette est également une addiction au sucre à cause des sucres qui se trouvent à l'intérieur. Docteur Coster, nous allons poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous. Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Et nous retrouvons tout de suite notre invité du jour, c'est vous, docteur Denis Coester. Je rappelle que vous êtes anesthésiste réanimateur, hypnothérapeute et l'auteur du livre Zéro sucre grâce à l'auto-hypnose aux éditions Larousse. Alors justement, quelle est la partie de notre cerveau qui gère cette addiction au sucre dont on parle depuis le début de cette émission ? Alors, il y a différents mécanismes. On va dire que l'addiction au sucre, elle est double. Il y a une addiction, on va dire, psychologique et une addiction physiologique. Concernant l'addiction physiologique, eh bien, comme la plupart des addictions, ça suit le circuit, ce qu'on appelle de la récompense, qui est médié par un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine, qui est effectivement le neurotransmetteur qui est impliqué dans la plupart des addictions. Ça, c'est pour l'addiction, on va dire, physiologique. Après, il y a l'addiction psychologique, comme je le disais tout à l'heure, le fait que effectivement, nous sommes programmés pour aimer le sucre. Ensuite, rapidement, quand un enfant évolue, on va gérer ses émotions grâce au sucre. T'es gentil, t'as une bonne note, je te donne un bonbon. T'es triste, je te console, je te donne un bonbon. Et donc, finalement, à force, on finit par avoir cette habitude de se dire, OK, le sucre, c'est pour gérer les émotions. Et on est un peu dressé à ça, quoi. Bien sûr. Et le sucre est présent partout, dans toutes les fêtes. Les anniversaires, il y a du sucre, les mariages, du sucre, les baptêmes, du sucre. Toutes les fêtes, il y a du sucre. Jimmy ? On va détailler un petit peu votre technique, votre méthode un petit peu après, mais est-ce que ça marche chez tout le monde ? Et est-ce qu'une séance suffit ? Parce que parfois les gens pensent que c'est de la magie. Qui dit hypnose, c'est quasiment un tour de force qu'on pourrait faire en une fois, alors que peut-être ça prend plus de temps. J'adorerais que ça puisse se faire en une fois, comme ça j'aurais des consultations beaucoup plus courtes. Mais non, évidemment, c'est comme toute chose. De toute façon, il faut savoir que pour changer une habitude, eh bien, il faut plusieurs jours. Il y a eu un mythe pendant des années qui était dû à un vieux livre des années 60 qui considérait que pour changer une habitude, il fallait 21 jours, le fameux mythe des 21 jours, mais c'est faux. Les études ont montré que le minimum, c'est à peu près 16 jours, que ça va jusqu'à peu près 200 jours et que la médiane, c'est 90 jours. Oui, donc il n'y a pas de règle, en fait, surtout. Voilà, globalement, il faut plusieurs semaines. Alors, c'est pour ça que, voilà, moi, je suis parti sur 28 jours parce que, voilà, il fallait bien se donner une limite. Mais une fois qu'on en arrive au bout du livre, rien n'empêche de recommencer jusqu'à ce qu'on soit satisfait, qu'on arrive à un résultat qui fonctionne. Jimmy ? Et comment est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut le faire seul, d'ailleurs, dans une pièce à la maison ? Est-ce qu'on peut se faire des exercices d'auto-hypnose ? Oui, complètement. En fait, c'est ce que j'explique dans le livre. Déjà, il faut démystifier l'hypnose, il faut déjà comprendre ce qu'est l'hypnose. Parfois, on a une idée un petit peu saugrenue parce qu'il y a des spectacles et donc on a l'impression que l'hypnose, c'est magique. Mais en fait, il faut comprendre que l'hypnose, c'est une manière d'utiliser une partie essentielle de notre esprit qui est notre imaginaire. Quand il nous arrive, par exemple, une altercation avec une personne, en général, qu'est-ce qu'on fait après ? On refait le film de l'altercation, mais on va changer des paramètres, on va modifier la réalité. Et grâce à cette modification de réalité,
on va pouvoir changer un peu notre manière, notre perception. Et si on retrouve dans la même situation, on va agir différemment grâce à notre apprentissage imaginaire. De la même façon, les pilotes de ligne apprennent par l'imaginaire. Les pilotes de ligne apprennent toutes les possibilités en simulateur de vol. Et finalement, il faut savoir que pour le cerveau, il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. À partir du moment où, effectivement, vous arrivez à vous projeter dans un avenir sans sucre et que vous êtes heureux et radieux, à partir du moment où vous êtes vraiment dans votre imaginaire, finalement, le cerveau finit par accepter cette solution. Parce que c'est ça, c'est une séance où on va se recentrer sur soi, se parler, c'est ça Alors, pour connaître vraiment la méthode, je conseille à tout le monde, évidemment, c'est ceux qui s'intéressent, en tout cas, d'acheter votre livre. Mais je me pose dans ma chambre, au calme, et je commence, et c'est quoi? C'est un dialogue avec moi-même, en fait. Oui, c'est un dialogue avec soi-même. De toute façon, on se parle tout le temps. Souvent, malheureusement, pour s'insulter, « Ah, qu'est-ce que tu es bête » ou on utilise assez rarement le dialogue intérieur pour se dire « Ah, t'es merveilleux, t'es magnifique ». Jimmy, je crois que ça marche chez lui, il se fait plutôt Jimmy des peut-être, compliments. mais en tout cas, Je suis très content, j'ai une très haute opinion. Il est content de moi-même, tout va lui-même. bien. malheureusement, enfin, d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est très ancien. C'est connu depuis la fameuse méthode Coué là, de Émile Coué au 19e siècle. D'ailleurs, j'encourage tout le monde à s'intéresser à cette méthode qui a été raillée en France, mais qui finalement est extrêmement intéressante. Il a montré, Émile Coué, que l'autosuggestion, le fait de se répéter mentalement des choses, ça finissait par devenir une réalité personnelle. Alors maintenant, tous les grands coachs le disent aux États-Unis, c'est leur grand truc, ils parlent de l'autosuggestion, mais Émile Coué disait déjà ça il y a 100 ans. Mais dans votre bouquin, donc, vous allez nous guider pour se lancer dans l'auto-hypnose pour arrêter cette addiction au sucre. Mais vous dites, je crois, qu'il faut vraiment prendre conscience de tout et qu'à chaque étape, il faut être toujours dans le positif et pas dans le négatif. C'est-à-dire, je suis trop gros. C'est pas ça qu'il faut se dire. Il faut aller sur des choses plutôt. Ça va m'aider vers l'amincissement. C'est plutôt comme ça. En fait, c'est toujours la même chose. À partir du moment où on est toujours tourné vers le négatif, notre cerveau, il fait très clairement ce qu'on lui demande. En fait, notre cerveau, il fait pas ce qu'on lui demande, il fait ce qu'on lui demande avec précision. Si vous n'arrêtez pas de vous dire, de toute façon, je suis gros, je suis foutu, etc., c'est ce qui va arriver. Par contre, si vous allez plutôt vers le côté, OK, là, ce que je fais, je le fais en pleine conscience, je mange un morceau de sucre, mais je sais que c'est vraiment plaisir, je m'arrête quand j'ai plus de plaisir, et finalement, je sais à quel point je vais être bien grâce à ça, c'est ça qui va devenir votre réalité. Docteur Coster, on va faire une courte pause et on continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes. 15h, 16h, Sans rendez-vous sur Europe 1. De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous, docteur Denis Coester. Je rappelle que vous êtes anesthésiste réanimateur, hypnothérapeute et l'auteur du livre Zéro sucre grâce à l'auto-hypnose, paru aux éditions Larousse. Alors, on a parlé d'auto-hypnose juste avant. À présent, on va passer aussi à ces bonnes résolutions finalement qu'on peut prendre là en début d'année. Et vous dites que la première chose à faire, c'est d'abord de prendre conscience. Comment on fait ça? Parce que quand moi je prends une bonne résolution, j'ai l'impression d'en avoir conscience. Alors, quand je dis prendre conscience, ça veut tout simplement dire que quand on mange, par exemple, il faut faire que ça. Il faut savoir que le plaisir, c'est quelque chose que l'on ressent tous, mais la différence entre le plaisir et le dégoût est extrêmement fine, en fait. Je prends l'exemple du chocolat. Un carré de chocolat, c'est bon. Vous avez l'air d'aimer le chocolat, vous. Oui, j'aime beaucoup le chocolat. Non, ça revient souvent, j'ai l'impression. Un carré de chocolat, c'est bon. 2 carrés de chocolat, c'est bon. Mais, Mais 3, c'est bon aussi, moi, je trouve. Ouais, mais une fois que vous avez fini la tablette et vous commencez une autre, là, vous êtes à la limite de l'écœurement. Ouais. Si vous êtes effectivement centré sur vos sensations, vous allez ressentir cet écœurement. Par contre, si vous êtes, mettons, devant une série absolument passionnante, où là, vous allez être capable de Voilà, prendre gloutir mécaniquement, en fait. Voilà, de ouais. manière mécanique. Donc, l'idée, c'est de revenir. À partir du moment où vous mangez, ne faites que ça. Jimmy. Moi, je prends énormément de plaisir à manger des fast-food. Je prends mon temps, mais je prends du plaisir. Mais du coup, est-ce qu'il faut vraiment les bannir ou est-ce qu'il faut s'autoriser quand même, on va dire, fin de semaine, le dimanche ou Une petite récompense. Voilà, une petite récompense, exactement, pour ne pas être frustré aussi, peut-être, Alors, quand on est trop strict. C'est très intéressant ce que vous dites parce que vous avez utilisé le mot frustration. Évidemment, à partir du moment où il y a frustration, qui dit frustration dit compensation, de toute façon. Parce qu'en nous, il y a forcément un petit diablotin dans la tête. Je sens que vous allez être autorisé à manger des fast-food, Jimmy. Je sens que ça vient là. Il va vous dire OK pour vous. Bien sûr que c'est OK, c'est toujours la même chose. Donc, l'idée, c'est éventuellement de se dire un McDo, pardon, je suis désolé, j'ai utilisé la marque, un fast-food, OK, mais en tout cas, le prendre en conscience, le faire entre guillemets parce que c'est un petit rituel personnel. Voilà, c'est le dimanche soir, je suis un peu crevé, je me fais mon petit Chez moi, c'est ça, c'est le dimanche hamburger, soir, c'est vrai. et c'est OK, c'est toujours la même chose. La différence, c'est quand le plaisir devient un besoin. À partir du moment où le plaisir devient un besoin
et une addiction, là on est dans la pathologie. Vous dites dans votre livre aussi qu'il faut quand même exclure les sodas. Alors bon, quand on va au fast-food, il y a des sodas, mais c'est en boire tous les jours, j'imagine, qui pose un problème. Et on peut le remplacer par de l'eau gazeuse, par exemple. C'est un petit plaisir qui est autre que juste de l'eau Exactement, plate, ouais. oui. Le gazeux citronné, c'est un très bon plaisir. D'en boire trop, ça fait pas ballonner éventuellement, je ne sais pas. Non, c'est toujours la C'est même mieux que les chose. sodas. C'est avec modération. Ce qui est sûr, c'est que c'est mieux que les sodas. Après, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est qu'on parle des sodas, mais on ne parle pas assez des jus de fruits. Il y avait un moment toute une espèce de mode par rapport aux extracteurs de jus de fruits en disant c'est génial les extracteurs de jus de fruits, ça permet de prendre les vitamines des fruits. Certes, on prend les vitamines des fruits, mais on prend aussi tous les sucres. Parce que manger une pomme, c'est facile. Manger 4 pommes, c'est pas évident. Par contre, quand vous prenez tout le sucre de 4 pommes, un verre de jus de fruits, vous avez tout le sucre de 4 pommes, mais vous n'avez pas les fibres. Et donc là, vous avez un indice glycémique très élevé. Il faut savoir que les jus de fruits contiennent plus de sucre, par exemple, que les colas. Jimmy ? Un truc tout bête, est-ce qu'il faut finir toujours son assiette? Parce que aussi, c'est ce qu'on dit aux enfants. Tu ne sortiras pas de table tant que tu n'as pas fini ton assiette. C'est un Moi, mauvais j'ai message. toujours tout fini mon assiette et je continue encore aujourd'hui. Mais Je par m'y contre, se tiens. force, on dit aussi par crainte du gâchis aussi. Bon, mais quand on a été élevé comme ça, c'est difficile Alors, de faire c'est vrai que c'est autrement. toujours la même chose, mais maintenant, voilà, déjà dire à un enfant finis ton assiette parce que Tu sortiras pas de table tant que tu n'as pas fini. Ouais, enfin, ou bien le faire pas évident en disant si tu finis pas ton assiette, c'est parce que tu n'aimes pas maman, parce que tu n'aimes pas ce qu'elle a fait à manger. Ça va loin. Ou bien dire voilà, si tu finis pas ton assiette, tu sais, il y a des petits enfants le bout du monde qui meurent de faim. Bon, ok, mais l'enfant, il est pas à comprendre ce genre de choses. C'est des réflexions d'adultes. Un enfant, il se sert parce qu'il a l'impression que c'est ce qu'il va être capable de manger. Mais l'enfant, il a encore cette intelligence de corps de dire non, je n'ai plus faim et de s'arrêter. Nous, à la rigueur, on n'a plus trop cette intelligence du corps. On va être capable de finir notre assiette, même quand on n'a plus faim. L'idée, c'est de retrouver l'intelligence du corps. Je disais tout à l'heure, la différence entre le plaisir et le dégoût, elle est extrêmement fine. L'enfant, il sait, il va se servir et puis il se rend compte au bout de 3 cuillères qu'il a l'estomac plein. Il a l'estomac plein et c'est OK. À la rigueur, le plus simple, c'est de prendre un petit cellophane et puis mettre au frigo et dire on finira une autre fois. Et à ce moment-là, c'est tellement plus simple. En plus, on fait des économies. Donc, on est gagnant sur tous les points. On va quand même terminer par quelques conseils autour du sucre, puisque c'est Bien notre sûr. sujet du jour. Si je cuisine un gâteau ou si je mange des yaourts nature, mais moi je mets du sucre dedans, comment je me passe éventuellement du sucre dans ces deux petites choses où typiquement un gâteau on met du sucre, un yaourt nature, souvent on peut rajouter du sucre. Alors, il y a différents sucres qu'on peut utiliser. Alors, évidemment, il y a les édulcorants, mais je ne conseille absolument J'allais pas vous le demander, les édulcorants. Par contre, il y a des sucres à index glycémique assez bas et vraiment intéressants. Le sucre de coco, par exemple, est excellent, à index glycémique bas et J'ai jamais bien. vu ça, c'est pas en supermarché, ça doit être dans les Non, magasins. c'est un magasin un peu bio en ouais, général. d'accord. Sinon, il y a également la stevia. Alors, c'est toujours la même chose. Au début, si vous commencez à cuisiner avec de la stevia, vous allez trouver ça extrêmement bizarre. Mais après, le On corps, s'habitue. il est fait pour s'habituer à tout de toute façon. Donc, à un moment ou à un autre, c'est comme le café. Si vous arrêtez de mettre du sucre dans votre café, au début, ça vous semblait dégoûtant, mais au bout de quelques semaines, parce que les papilles En gustatives... 2-3 semaines, c'est réglé. Voilà, les papilles Ouais. gustatives se modifient, se transforment au bout d'un certain temps. Ce serait au contraire le fait de mettre du sucre qui va vous écœurer. Très bien. Merci beaucoup, Dr vous en Coester, prie. d'avoir accepté de répondre à nos questions, C'est un plaisir. de nous avoir guidés avec vos conseils vers une vie sans sucre, enfin au moins avec un peu moins de sucre, une consommation en toute conscience. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, je rappelle votre livre Zéro sucre grâce à l'auto-hypnose, paru aux éditions Larousse. Merci encore. Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Et à présent, il est temps de vous faire du bien, de prendre soin de votre apparence avec vous, Benjamin Lévesque. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors, dans cette chronique beauté, aujourd'hui, vous avez décidé de chouchouter notre visage. Minute Beauté, bonjour. C'est pour un soin? Une légère sensation de picotement peut intervenir. Si la gêne persiste, vous épongez et vous appliquez rapidement la crème anti-rougeur Sérénité en couche épaisse. Et voilà, c'était un extrait du film Vénus Beauté. Eh bien, parce qu'aujourd'hui, Mélanie, j'avais envie de vous parler du nettoyage du visage. Alors attention, quand je parle de nettoyer le visage, je ne sais pas mettre du savon et rincer. Là, je vous parle vraiment de le désincruster. C'est que pour moi, parce que j'ai l'impression de vous adresser à moi personnellement. Non, mais c'est pour nos vous êtes une auditeurs. fille, donc je me dis que vous êtes peut-être plus à même Je de me sens un peu vouloir le visée, faire. là. D'accord. C'est une nouvelle méthode, ça s'appelle l'hydrafacial, ça vient des États-Unis et vous le voyez aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, on voit pas mal d'influenceuses qui le pratiquent. C'est donc un soin qui est fait soit par une dermatologue ou une esthéticienne et qui va vraiment aspirer toutes les impuretés et vous allez vraiment retrouver une peau de bébé. Et à cette période de l'année, c'est justement le beau moment pour le faire, comme nous l'explique la dermatologue Nadine Pomared. Là, nous sommes au retour des vacances, donc la peau est encore un peu bronzée, mais déjà les petites imperfections sont là, des petits micro-kystes, des points noirs qui arrivent, un grain de peau qui n'est pas forcément très unifié. Et en tous les cas, dans les semaines qui vont suivre, on va forcément avoir des petites imperfections.
Donc l'hydrafacial va permettre justement d'améliorer ces imperfections de surface, va permettre d'enlever les points noirs, d'améliorer le grain de peau, de redonner de l'éclat et de la douceur à la peau. Alors Jimmy, je vous vois venir, vous allez me demander si ça peut être efficace pour votre acné. C'est pas gentil, il a une peau parfaite, le docteur Jimmy Mohamed, c'est pas beau. La réponse est oui, à condition d'avoir une légère acné, un très modéré comme vous. Si vous avez énormément de boutons, là, il faudra un traitement médical. Benjamin, vous n'êtes pas gentil. Bon, vous avez assisté, je crois, à une séance d'hydrafacial. Comment ça se déroule précisément ? Oui, j'ai accompagné cette semaine Camille, qui a 23 ans. Elle revient de vacances et elle voulait vraiment se débarrasser de ses points noirs accumulés durant l'été. Et elle est allée en institut dermatologique. Alors, il n'y a aucune préparation avant la séance. On vous installe et c'est parti. Bonjour Camille, donc du coup je te laisse retirer le haut, t'allonger au niveau du relax, je vais te mettre une couverture, tu n'auras pas froid. Donc je prends mon gros stylo en effet, je vais paramétrer ma machine et on va avoir une forme de vortex aspiration qui va faire monter le liquide et on va venir déposer la solution en surface de peau. Et on va venir faire 2 passages pour bien nettoyer la peau. Est-ce que c'est douloureux, Camille ? Non, pas du tout. On va aspirer plus fort. L'idée, c'est vraiment de venir chercher les petits points noirs en surface de peau pour bien nettoyer et qu'ils aient une sensation vraiment de peau nette et nettoyée derrière. Donc là, je chausse mes grosses lunettes loupe. Mais on a plein de petites choses là qui ressortent au niveau du nez, qui vont être aspirées par le vacuum au niveau de la machine. Et tous les pores vont être assainis par l'acide salicylique qui va venir se déposer en surface de la peau. Bon, et alors Camille, la grande question, comment on se sent après justement cette demi-heure de soins ? Très bien. Oui, on se sent plus fraîche. On sent que notre peau elle est plus propre. Merci Camille, à très bientôt, merci. Voilà, donc il faut compter entre 30 et 40 minutes pour le soin. L'avantage, c'est qu'on peut y aller sur le temps du midi et aller travailler ensuite. Vous pouvez avoir une légère rougeur, mais ça disparaît au bout d'une demi-heure. Et tout ça a un coût, je suppose, et peut-être qu'une séance n'est pas suffisante. Vous êtes intéressé, je sens, Jimmy. Ouais, je pense, mais plusieurs séances sont peut-être nécessaires pour moi. Oui, voilà, c'est l'inconvénient. C'est entre 180 et 250 € la séance, donc c'est un budget. Sachant que ces spécialistes conseillent de le faire au minimum à chaque changement de saison et au mieux une fois par mois. Mais au moins, avec ça, Jimmy, vous n'aurez plus besoin de mettre des filtres sur Instagram. Oh, c'est pas beau du tout, c'est gratuit. J'en mets aussi, je vous rassure. Merci beaucoup, Benjamin Lévesque. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed sur Europe 1. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h avec le docteur Jimmy Mohamed et Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste qui nous rejoint tout de suite en studio. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Aujourd'hui, on va répondre à cette question d'Anaïs. J'ai rencontré un homme il y a 3 ans. Si je pratique la fellation, lui au contraire refuse de me faire un cunnilingus. J'essaye de comprendre sa réticence, mais il me dit qu'il ne prend tout simplement aucun plaisir à le faire. Est-ce que je dois arrêter les préliminaires pour qu'il se force à m'en faire ? Comment remédier à la situation ? C'est fréquent, Catherine, les couples qui se disputent comme ça autour des préliminaires. Fais-moi ci, fais-moi ça, je te fais ci si tu me fais ça, ou pas ? Ils se disputent pas nécessairement, mais en tout cas, ils s'interrogent sur le fait que... Mais j'allais dire que c'est tout bonnement ce qui se passe dans des relations. C'est je suis plus généreuse que toi, ou tu es plus, tu ne me donnes pas ce que moi je te donne. Ce qui pose évidemment la question de est-ce que je donne pour donner ou est-ce que je donne pour recevoir. Moi, quand je donne l'aspirateur, je me dis pas regarde comme je fais bien l'aspirateur. Je donne pas pour qu'il refasse parce que je sais que ça sert à rien. Voilà, parce je le que fais, c'est tout. Parfois, on sait que. Alors, sur le plan de la sexualité, on peut se dire pourquoi moi je fais des fellations. Est-ce que je fais des fellations par générosité ? Est-ce que je viens à l'encontre de ma propre envie ? Alors, encore une fois, rappelons-le, il n'y a aucun désir pour soi de faire une fellation. Le désir, c'est pas le désir de la bouche, c'est le désir de ce que cela va provoquer chez l'autre. Donc, dans la mesure où elle fait des fellations et qu'elle aime ce que ça engendre chez lui, elle fait des fellations pour faire des fellations, pas pour recevoir un cunnilingus. Mais bien souvent, on montre « je n'ai pas peur de ton sexe, je le trouve merveilleux, rassure-moi, mon sexe est-il merveilleux et peux-tu me faire du bien comme je te fais du bien ?» Jimmy ? Enrico Macias disait donner. Peut-être que. Ça, c'est une référence, je remercie Jimmy. Je comprends mieux vos goûts musicaux, Jimmy. Ça y est, c'est plus clair pour moi. Là, ça fait 3 ans, donc c'est quand même un réel désinvestissement dans la relation. Il pourrait faire un minimum, même si, ok, il n'est pas très enjoué, mais il peut au moins faire un effort, vu qu'elle, ça lui fait plaisir. C'est le principe de la relation. Il est généreux, Jimmy, donner. Non, je vous assure que
Une fellation ou un cunnilingus fait avec effort peut être pire qu'autre chose. Hein, pour celui qui la pratique peut-être, mais pas pour celui qui reçoit. Non, je sais bah, pas. Est-ce il va falloir faire. Vous dites un minimum d'effort. Je pense que non, il faut le faire vraiment. Voilà, si l'effort doit être, il doit être de bon cœur. Mais le fait est que je crois que il faut comprendre quand même une chose, c'est que on peut aimer faire l'amour, on peut aimer l'autre, on peut l'aimer profondément, avoir une tendresse infinie, mais avoir un problème avec l'idée du sexe du sexe dans sa bouche, contre sa bouche. C'est bien au-delà de l'autre. C'est pas tout d'un coup un déni, oh là là, ton sexe est horrible, mais ça peut être extrêmement anxiogène. Ça n'est pas une chose naturelle et facile que d'aller mettre sa tête entre les jambes d'une femme, contre le sexe d'une femme, sexe dont on est issu d'ailleurs. Hein. C'est pas. Il y avait un film d'Almodovar comme ça où il y avait une scène d'un homme qui allait vers le sexe d'une femme et tout d'un coup il se voyait réabsorbé par le ventre féminin. C'est peut-être extrêmement anxiogène. Donc, et de même, un pénis peut être angoissant aussi. On peut trouver que c'est sale, qu'il va faire pipi dans la bouche, etc. On peut aimer vraiment profondément son partenaire sans être en capacité de dépasser quelque chose qui est beaucoup plus inconscient, qui est enfantin, j'allais dire, c'est une peur enfantine, inconsciente, qui vient là nous déranger dans ce rapport au sexe et trouver que le sexe, c'est pas très approchable. Alors dans ce couple, dans ce cas-là, le cas d'Anaïs, comment on peut remédier à la situation ? Elle dit, est-ce que moi je dois arrêter, le prendre en otage entre guillemets sur ce que je lui donnais jusqu'à présent, ne plus le faire pour le forcer ? Je crois que c'est pas ça la solution. C'est qu'est-ce que vous conseillez à Anaïs pour que peut-être elle finisse par obtenir ce qu'elle désire ? Déjà, le terme forcé n'est pas possible. De toute façon, le problème de la sexualité, c'est que la liberté commence où s'arrête la liberté, où démarre la liberté de l'autre. La liberté, s'arrête là où démarre la liberté de l'autre. Donc évidemment que c'est toujours un compromis, c'est toujours un deal entre deux personnes. Alors évidemment, on va pas dire je te le fais pas. Je comprends pas pourquoi tu n'aimes pas. Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est pas mon truc ? Je me sens pas à l'aise. Ça me plaît pas. Je sais pas faire. Peut-être que c'est simplement je sais pas faire. Si on en parle, on peut savoir que c'est parce que je sais pas faire. Et elle peut lui apprendre. Et elle peut en tout cas le guider, parce que lui apprendre, elle-même ne s'est jamais fait de cunnilingus, je vous le rappelle. On ne lui demande pas de construire une maison non plus. On lui apprendre, c'est pas non plus Mathieu, mais bon. Mais la question de la grève de la turlute, est-ce que derrière elle doit s'arrêter et dire bah non, je ne le ferai pas tant que derrière toi tu ne feras pas d'effort. Si c'est rigolo, oui. Parce que si c'est la grève de la turlute, c'est-à-dire rigolo. Si par contre c'est eh bien moi je ne te donne plus parce que tu me donnes pas, on rentre dans un bras de fer un petit peu stérile en réalité, parce que la sexualité n'a pas nécessairement besoin de ça. Mais on peut dire, tu vois, ça me plairait beaucoup parce que moi j'adore ça. Je sais pas pourquoi tu n'aimes pas, ça me plairait. C'est dur pour moi d'y renoncer. Mais imaginons, on a tous des trucs qu'on peut pas faire dans la sexualité. Est-ce qu'il faut, au nom du fait que l'autre l'exige, le faire ? Je ne crois pas. Donc voilà, c'est ça le compromis de couple. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Merci Jimmy le gréviste. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi dans son rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Mais tout de suite place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec leur nouveau rendez-vous. C'est historiquement vôtre. Ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour messieurs. Bonjour, merci Mélanie. Alors vous savez, le thème de l'émission du jour avec Mathieu, c'est tous fans de foot. Oui, parce qu'on est à la veille du premier match de l'équipe de France, France-Suède, Ligue des Nations, avec Pablo Picasso, Albert Camus et Shakira. Enfin, ils ne jouent pas demain, mais ils sont dans l'émission historiquement vôtre. Ça a l'air passionnant. On va parler d'histoire et un peu de sport aussi. Oui. Alors, passionnant. Merci beaucoup. On sera à l'écoute évidemment. Et vous aussi, surtout, restez sur Europe 1.